Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on peut commencer notre séance d'aujourd'hui avec Anna Caterina Dalmasso. Anna Caterina est une doctorande en co-tutelle entre l'université Lyon 3 et l'université de Milan, où elle a fait sa licence et son master. Le titre provisoire de sa thèse est Le regard de l'image, élément pour une théorie de l'image à partir de Merleau-Ponty, Lyotard et Deleuze. Elle est l'auteure de plusieurs articles de philosophie publiés dans des actes de colloques et dans des revues en France et en Italie. Elle est aussi coéditeur de certains de ses numéros de revue et de ses volumes d'actes. Et elle est aussi auteure d'articles concernant carrément le cinéma. Et elle a aussi une pratique cinématographique autonome. Donc, elle a réalisé des courts-métrages, elle a collaboré avec des réalisateurs de cinéma en Italie. Et le titre de sa conférence d'aujourd'hui est « Empiéter, toucher, dissoudre les bords du cadre ». Je lui donne la parole. Merci Maro pour ta belle présentation. Je voudrais commencer ma communication aujourd'hui en vous racontant une petite anecdote qui a été pour moi l'occasion de réfléchir un peu au sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et le fait qu'un ami qui n'est pas philosophe ni médiologue ou théoricien de cinéma, mais qui avait une fois participé à une de ces conférences de notre séminaire. Après la conférence, m'avait dit, en parlant avec certains de nous, il vous faudrait bien distinguer, je trouve, quand vous parlez d'écran, et là, il avait mimé des doigts l'écran du cinéma et bien sûr de la télévision, de l'ordinateur, et quand vous parlez d'écran, et il avait fait ce geste en tendant son bras comme à entendre une barrière. Et il avait rajouté, comme quand on dit en français, puisqu'il était francophone, faire écran. Et donc je me suis dit que son propos, qui était évidemment animé par un souci linguistique, à la fois montrait cette tension entre l'écran comme surface et l'écran comme cadre rectangulaire qui existe dans la langue française, qui existe dans plusieurs langues occidentales et qui donc était de quelque façon mis en premier plan par son commentaire. Et après, je me suis dit aussi, il est vrai que tant de livres, d'ouvrages ont été écrits contre une certaine étymologie sauvage que le philosophe aime parfois, mais qui attire un peu le foudre des linguistes. Et en même temps, la philosophie, l'action de la philosophie est aussi, a toujours été celle de
se demander à nouveau la signification de ces mots qu'on croit connaître. Comme le disait Valérie, la philosophie fait comme si elle ne connaissait pas la signification des mots et se réinterroge à nouveau sur la signification des mots. Et donc j'ai donc interprété la remarque de mon ami d'un côté comme une confirmation de la nécessité de la recherche qu'on se propose de faire avec ce séminaire, avec les travaux qu'on est en train de faire avec Mauro. Et étant donc l'écran un dispositif qui est d'autant plus familier qu'il ne fait pas encore l'objet d'une véritable interrogation, d'une véritable recherche. Et de plus, je comprends son observation, cette remarque sur les deux significations du mot écran, comme l'indice du fait que quelque chose de crucial pour notre manière de penser le visuel se joue exactement dans l'interconnexion de ces deux significations du mot qui se trouvent donc enveloppées autour d'un même concept. Mais une autre question surgit alors, et à savoir, est-ce qu'on a le droit de parler de l'écran comme un concept et même comme un concept philosophique? S'il est ainsi, il s'agirait d'un concept que nous héritons de notre expérience, de notre histoire perceptive. Un concept qui ne peut pas être séparé de sa manifestation sensible, de l'expérience qu'on en fait. Et depuis la théorie moderne des médias, nous avons appris que les dispositifs imposent des conditions à la perception, au savoir et à la connaissance, et qu'ils nous transforment en tant que sujet incarné, sujet de pensée et de désir. Nous avons appris l'interdépendance donc des dispositifs optiques, perceptifs et de la pensée. La corrélation entre ces appareils optiques et des régimes scopiques, des cultures visuelles qui sont liées à ces mêmes dispositifs. Donc en regardant ces outils, nous voyons maintenant autant de possibilités de notre vision, autant de prismes, de filtres de notre perception, et une sorte de réservoir de modèles culturels et de métaphores. Métaphores entendues au sens aussi nietzschéen, puisque Nietzsche dit que les concepts philosophiques ne sont rien d'autre que des métaphores dont on a oublié l'origine. Donc l'enjeu du séminaire a été celui de se demander, de chercher à réfléchir sur l'écran à la fois en tant que dispositif de pensée et dispositif optique, en tant que support médiatique et dispositif de pensée et en tant qu'il catalyse des procédés, des processus culturels et épistémologiques. Si le corps humain a toujours eu le talent de s'étendre au-delà de ses confins à travers la technologie, celle-ci a la tendance à disparaître dans l'accomplissement de nos tâches, de nos pratiques. Autrement dit, le médium a la tendance à devenir transparent dans notre engagement dans l'action et dans la visée des objets. Et pourtant, une telle déformation
de la perception est en jeu dans cette amplification technique du corps. Et donc c'est à partir de cette déformation que je me propose d'aborder l'écran, à savoir, je voudrais chercher de regarder, d'adresser l'écran, au contraire, avec un maximum d'opacité, selon son épaisseur et dans le but de faire ressortir l'écran, de faire ressortir son cadre sur le fond de notre perception transparente. Nombreux sont les auteurs qui, au cours du XXe siècle, ont adressé, d'un point de vue historique, sémiotique ou esthétique, les problématiques soulevées par le dispositif du cadre. La nécessité de questionner la pratique d'encadrer le champ visuel se renouvelle aujourd'hui lorsque les écrans sont devenus une composante omniprésente de notre expérience quotidienne. Mais un tel questionnement assume un sens encore nouveau si on le met en relation avec le statut de l'image numérique et les nouvelles pratiques du cadrage qui semblent encore dominants dans notre approche visuelle. Je chercherai avant tout donc de résumer les principaux éléments caractérisant la tension entre le dispositif du cadre et cet espace que ces bords encadrent, tout en gardant, comme je l'annonçais, un maximum d'opacité dans cet questionnement. Et ensuite, je me propose d'examiner le statut du cadre dans les nouvelles pratiques inaugurées par le numérique. Je vais me servir de certaines images qui n'ont pas le but vraiment d'expliquer les passages que je verrai, mais qui pourraient servir comme une sorte de ponctuation du parcours que je vous propose. Et je veux commencer par cette photo d'une œuvre de Banksy, qu'il a réalisé à San Francisco, qui affirme il sera bien joli, bien sympa, dès qu'il sera encadré. Et l'ironie de Banksy, l'artiste, street artist britannique bien connu, joue sur plusieurs niveaux. Le cadre est présenté ici de manière implicite, comme ce qui orne, ce qui se rajoute à l'œuvre déjà conclue. Mais il est aussi ce qui nous permet de voir ou de mieux voir ce qui l'entoure, ou même qui change de statut à ce qui l'entoure. Donc, au-delà de ce dispositif ornemental, le propos de Banksy vient investir le rôle que l'écran a dans l'histoire de l'art et notamment dans le système du marché de l'art, qui est un système qui est parvenu à encadrer aussi une œuvre comme celle de Banksy qui se posait apparemment en dehors de ce système, de ce cadre de référence. De plus, nous pouvons aussi deviner une référence à la spectacularisation populaire que l'œuvre de Banksy connaît sur Internet, notamment grâce à la photographie numérique et à ces nouvelles instances du cadrage. Donc le cadre ici est présenté, oui, mais tout en étant absent. Ce n'est pas dans sa matérialité que l'artiste fait référence au cadre, puisqu'il serait quand même impossible de encadrer
l'œuvre qu'il présente sur le mur de cet immeuble, mais plutôt son dispositif virtuel vient être problématisé. Donc c'est pour ça que je voulais commencer à partir de cette œuvre, parce que nous permet de commencer à penser au dispositif du cadre dans sa virtualité, comme ce dispositif que, en fonction de ses contours et du plan dimensionnel de sa surface, effectue une coupure sur le réel. Les contours de l'écran, ainsi que ceux de l'image, tracent une discontinuité entre celui-ci et le monde. Ce qu'on peut appeler une limite sémiotique ou une coupe ontologique, qui ouvre donc sur un espace virtuel. Dans la perception de l'écran en tant que cadre, la relation objectale avec le monde se trouve de quelque façon suspendue, interrompue. Et le cadrage est donc premièrement ce geste de séparation, de ségrégation de ces deux espaces qui, tout en étant opposés, commencent justement en vertu de cette limite, de cette coupure, à entretenir un commerce imaginaire. Dans le sillon de la tradition occidentale, visuelle occidentale, l'écran a été conçu en tant que contour à travers lequel regarder. Il a été pensé à partir de la métaphore albertienne de la fenêtre, dont on a déjà eu l'occasion de parler pendant le séminaire, comme un espace ouvrant sur un spectacle, comme espace donnant sur un monde autre par rapport à celui qui entoure le cadre. Les études esthétiques et de culture visuelle ont largement montré l'héritage cartésien de ce système représentatif, entendu comme instrument de maîtrise du sujet par rapport au visible, comme une domination du monde, du spectacle à travers la science. C'est le type de dispositif qui est mis en scène dans le film de Peter Greenaway, Draftman's Contract, un appareil qui, en fixant le spectacle, finit par enfermer aussi le sujet qui le regarde. Ce dessinateur qui se sert donc de ce dispositif de cadrage et qui vise à travers ce dispositif à réduire la réalité à la toile et au dessin qu'il produit, qui l'oblige à effacer de la composition tout élément humain, tout élément animal, donc tout ce qui est vivant, tout ce qui est en mouvement, et qui finit donc, à travers l'intrigue et le développement du film, à renfermer le peintre lui-même, par rendre aveugle le peintre par rapport à la réalité de ce qui est en train de se passer autour de lui. Et le dispositif montre la discontinuité que le cadre institue, inaugure une oscillation entre l'immersion dans la surface d'un côté et l'émergence des éléments opaques du dispositif de l'autre. La ligne de partage entre espace réel et espace virtuel assume une double valence en produisant un rapport dialectique où l'effet de transparence trouve son contrepoint dans la relevance du cadre et la profondeur dans l'opacité de la surface. En inaugurant ainsi une relation gestaltique entre la figure et son fond, l'écran reprend cette puissance de limitation
dirait Deleuze, ou encore de exclusion, dirait Hubert Damisch, cette puissance de limitation ou d'exclusion qui est propre du cadre. Ce contour est à entendre comme bordure et limitation du spectacle, mais à la fois comme délimitation de mon acte perceptif. En effet, le cadre est le dispositif qui me permet d'isoler une partie de l'espace au sein de ses contours et d'en faire ainsi l'objet de mon attention. Si je fais glisser un écran percé d'un trou entre mon œil et le spectacle, un peu comme on fait parfois avec ses mains, voilà, comme vous voyez dans la photo, si je fais glisser un écran percé d'un trou entre mon œil et le spectacle, je suspends l'horizon, je suspends le fond et j'obtiens un espace de thématisation de ma perception. En marquant une discontinuité entre l'horizon et l'écran, la limite que le cadre institue est tout aussi un espace réflexif, espace de thématisation de mon acte, dans la mesure où il restitue au regard le visible dans son opacité. Ou pour le dire autrement, dans la mesure où l'écran est ce qui pointe à une absence. Cette absence que le regard même constitue pour la vision. Ainsi, l'espace du cadre n'est pas seulement espace à travers lequel regarder, mais aussi l'espace d'un voir-se-voir, une surface où le regard fait surface. Cette œuvre de Olafur Eliasson met en relief ce genre de dynamique qui est propre de l'écran. Cette œuvre, qui s'appelle Seen Yourself Seen, réalisée lors d'une exposition sur le thème de la fenêtre, montre la complémentarité de ces deux fonctions du cadre par l'alternance de la vitre transparente et d'une surface spéculaire, d'une surface réfléchissante. Le spectateur voit au-delà de la surface et en même temps se voit lui-même, donc il voit son corps en train de regarder, dans l'acte de regarder. Mais si on s'adresse à cet espace qui se trouve au-delà des contours du cadre, nous voyons que cette surface insiste sur le bord, insiste sur le cadre. Il y a une tension entre l'espace encadré et ce qui se trouve au-delà de ces bords, qui est toujours dans l'imminence de devenir visible, étant pourtant visible pour ce qui se trouve, au regard de ce qui se trouve au sein du cadre, au sein de l'espace qui se trouve encadré. Pour utiliser un langage cinématographique, on peut dire que leur champ empiète, occupe virtuellement la surface de l'écran. Si l'on veut se relier à un discours plus historique, on peut remarquer que cet empiètement qui sous-tend toujours la tension entre la surface du cadre et ses limites, et qui se manifeste dans l'histoire de l'art par le biais de l'allusion à leur cadre, par l'allusion à la corniche ou encore au leurre, est un mouvement qui a profondément travaillé l'art du XXe siècle. Le nazisme est une sorte de mouvement centrifuge, de tension qui laisse émerger le cadre dans son opacité d'un côté. Pour aller vite, on peut, la tension qu'on retrouve
dans l'œuvre d'un Malevich ou d'un Mondrian. Et de l'autre côté, l'idée d'un débordement du cadre, d'un débordement à la fois de la surface et des bords du cadre, qui anime les collages cubistes ou les concepts spatiaux de Fontana, mais aussi la pratique de l'objet trouvé, du ready-made de Duchamp. Seulement pour toucher très très vite certains des expériences qui ont marqué cette tension à dépasser, à toucher les bords du cadre. Un tel mouvement se retrouve également et est emblématique du passage du cinéma classique au cinéma moderne. Ce dernier ne se contente plus de se servir de l'allusion à leur champ, comme le regard hors champ dans le film noir, dans le film de l'horreur, comme un procédé typique de ce genre cinématographique, ou bien à la rupture de la fiction scénique qui était typique du cinéma comique, jusqu'à devenir dans le film de Buster Keaton, Sherlock Jr., ce qui est le fondement de l'action dramatique. Dans le cinéma moderne, on retrouve plutôt une tension systématique. Il fait de la mise en tension du cadre une de ses instances, une présence à laquelle il fait sans cesse signe tout en la débordant. Un procédé comme le décadrage, qui naît dans le cinéma comme possibilité d'augmenter l'ampleur du champ et donc d'augmenter l'effet de réalité de la scène, cesse d'être soumis à l'intrigue et devient une fonction centrifuge au sein du plan lui-même, déstructurant l'espace et déplaçant le spectateur et détournant donc le regard de l'action vers le cadrage, l'opération du cadrage. C'est dans le contact avec cette progressive flexion de la surface écranique et de ses bords que l'œuvre d'un artiste multimédia comme Geoffrey Shaw se doit de dépasser, voire de défaire les bords du cadre. Il affirme « Tous mes travaux sont un discours avec l'image cinématographique et avec la possibilité de violer, d'empiéter les bords du cadre cinématographique pour permettre à l'image d'aller physiquement vers le spectateur ou bien permettre au spectateur d'entrer virtuellement dans l'image. » Shaw évoque ici seulement le cadre cinématographique, mais on peut déceler dans son propos l'héritage du cadre dans l'art occidental qu'on a cherché de esquisser, ainsi que la volonté de renverser ce cadre. Dans l'Expanded Cinema de Shaw se trouve exprimé ce désir de dissoudre le contour de l'écran et, ce faisant, de reconfigurer le rapport entre le corps et l'écran, entre le corps et le cadre, de penser différemment l'opération du framing, l'opération du cadrage. L'écran qu'on retrouve dans des installations comme Corpo Cinéma ou Movie est un écran qui rassemble de plus en plus à un corps en expansion, un écran convexe qu'on peut toucher et qui touche, qui est touché physiquement par le spectateur, qui a déformation de l'espace et forme métastable.
L'écran semble ainsi avoir silencieusement travaillé à la dissolution du cadre et notamment de ses bords orthogonaux pour le rendre une surface virtuelle, flexible, perméable. Le cadre cesse d'être une ligne de partage, une lisière, pour devenir charnière entre les espaces. Ces contours donc n'agissent plus en tant que limite, mais comme le point de retournement de la vision. Pour le dire avec Deleuze, il n'y a donc plus d'hors-champ, plus de véritable extériorité, car celle-ci excède déjà le cadre. Elle est déjà une présence virtuelle dans le cadre. Et ce que Merleau-Ponty dit de la ligne dans le dessin pictural de l'art moderne est vrai aussi pour cette ligne du cadre. Il n'y a pas de ligne visible en soi. La ligne n'est plus comme en géométrie classique l'apparition d'un être sur le vide du fond. Elle est plutôt cette présence diacritique. Or, le débordement systématique du cadre inauguré par le cinéma, par l'écran du cinéma, se prolonge, comme le souligne Lev Manovitch, dans le phénomène télévisuel de zapping, où l'écran vient pour la première fois héberger une multiplicité d'images qui coexistent simultanément. Une déstructuration du cadre et de sa grille perceptive investit également l'interface informatique et ses fenêtres, puisque tel est le nom que Microsoft a choisi pour son interface, celle de Windows, d'une fenêtre, d'une multiplicité de fenêtres, qui se démultiplient et se superposent dans une structure figure-fond devenue virtuelle. Donc le spectateur ou usager fait désormais l'expérience de façon encore plus explicite de l'écran comme une structure d'empiètement, une surface qui se trouve continuellement dans l'imminence d'excéder ces mêmes limites. Et pourtant, comme le remarque Anne Friedberg, malgré les transformations perceptives et épistémiques de notre régime scopique, que notre régime scopique a rencontré de la perspective de la Renaissance jusqu'à présent, dans l'écran cinématographique ou post-cinématographique, demeure encore une séparation, une coupe ontologique entre la surface matérielle du mur et la vue qui est contenue au sein de cette ouverture. C'est proprement cette fonction de cadre qui caractérise encore, selon Lev Manovitch, l'écran en tant qu'interface dominante des nouveaux médias. L'écran, dans la mesure où il est totalement assimilé par Manovitch à cette fonction de cadrage, qui délimite l'espace réel de l'espace de la représentation et qui présuppose donc l'immobilité du spectateur. Dans l'ouvrage qu'il consacre en 2001 au langage des nouveaux médias, il esquisse une généalogie de l'écran dans laquelle il interprète toutes les formes expressives passées et présentes à la lumière de cette notion de cadre, de écran en tant que cadre. Et donc, le tableau de la picturale devient le cadre classique, statique et caractérisé par une vision frontale, et qui se métamorphose après dans l'écran dynamique, caractérisé par l'image en mouvement du cinéma. Et ces deux types d'écrans seront pour lui absorbés et à la fois renouvelés par l'écran en temps réel,
qui est l'écran de la télévision, mais qui trouve ses racines, selon Manovich, dans les pratiques de surveillance, donc dans des pratiques militaires comme le radar. Et enfin, ce qui caractérise l'écran de l'ordinateur, l'écran numérique, est pour lui l'interactivité. Donc, il parle d'un écran interactif. Et malgré les changements de paradigme provoqués par le numérique, aucun changement significatif se produit, selon Manovich, à niveau de l'interface. Le modèle qui est fourni par l'écran cinématographique, qui, comme j'ai annoncé, coïncide pour Manovich avec le cadre, ne sera pas dépassé puisqu'il continue à offrir l'interface la plus efficace à niveau perceptif et cognitif. Il écrit « Dynamique en temps réel ou interactif, un écran est encore un écran. Aujourd'hui, comme il y a des siècles, nous sommes encore en train de regarder une surface plate et rectangulaire qui existe dans l'espace de nos corps et fonctionne comme une fenêtre ouvrant sur un autre espace. » Au-delà des changements concrets qui sont un acte depuis le moment où Manovich écrit ces lignes, il suffit de penser à la nouveauté des Google Glass qui révolutionne la conception qu'on peut avoir d'écran comme surface plate et caractérisée par une vision frontale. On peut quand même se demander, est-ce qu'on peut encore parler de cadre quand on se réfère à l'écran numérique? Lorsque la matérialité du dispositif disparaît dans la convergence de toute forme expressive dans le format numérique. Est-ce qu'on peut maintenir sur des niveaux complètement distants une technologie et son interface, lorsque le dispositif de l'écran est maintenant gouverné par une technologie qui est incommensurable à celle de son support? Même si une métaphorique du framing, une métaphorique du cadrage, faite de fenêtres, de portes, de seuils, est encore présente, c'est à niveau numérique qui se joue l'information de l'imagerie visuelle. Donc non pas seulement l'information au sens de l'action de formation de l'image. Un film d'animation numérique comme Le Monde de Ralph est entièrement nourri de ces métaphores, tout en les détournant dans l'univers des jeux vidéo. Le film dont je voudrais vous montrer le début nous permet littéralement de franchir la surface de l'écran pour entrer dans un monde fait d'impulsions électriques où les personnages des jeux vidéo peuvent, tant que la salle de jeu est fermée, se déplacer en traversant des seuils qui séparent les différents microcosmes entre eux, pourvu qu'ils ne subvertissent pas l'ordre établi par les logiciels. Donc on voit que les métaphores propres du cadrage restent les mêmes. Surtout, on retrouve cette idée de la fenêtre comme ce cadre à travers lequel regarder ce qu'il y a au-delà et qui devient pour Ralph l'objet du désir d'un monde autre. Donc le film semble un peu reparcourir l'idée de Manovich, à savoir d'une indépendance de l'interface vers l'ontologie du numérique. Et pourtant,
à niveau de sa structure, l'image numérique fait éclater l'idée même du cadre. Elle n'est plus définie par l'ouverture dessinée par son support. Il n'y a plus rien qui relie matériellement le contenu de l'image avec son cadre. L'image numérique étant composée par des fragments discrets et discontinus. Comment penser le cadre alors une fois que l'appareil technique de l'image explose dans un flux d'informations? Si l'on refuse de détacher l'ontologie du dispositif et l'ontologie de l'interface, comme le fait Manovich, et si l'on veut encore interroger le dispositif du cadre, questionner le cadre dans l'univers numérique, il faut mettre en relief une fondamentale mutation dans la fonction du framing, dans la fonction du cadrage. Comme le remarque Mark Hansen, quand il nous dit que l'image numérique porte notre attention vers une autre fondamentale fonction d'interface qui est mise en place par notre propre corps. Selon Hansen, l'image numérique exige de nous une reconfiguration de la corrélation entre le corps et l'image, dans la mesure où l'image ne peut pas être restreinte à une apparence de surface, de structure qui la sous-tend, mais elle doit être élargie jusqu'à inclure la totalité du processus qui rend l'information percevable dans une expérience incarnée. C'est-à-dire, nous avons à compter avec une image qui est de moins en moins objet vu et de plus en plus un processus perceptif. Une configuration interactive et réciproque qui implique la participation d'un corps sentant et sensible. L'image ne se trouve désormais pas simplement devant nous, mais elle marque maintenant le processus par lequel le corps façonne ou informe l'information. L'image numérique, affirme encore Hansen, dirige notre attention vers ce qui originairement constitue la vision, vers le corps comme centre d'indétermination. À la lumière de ces réflexions, on peut concevoir le cadrage, ou mieux le framing, comme geste incarné, à l'instar de cette information réciproque du corps et de l'image. L'opération du cadrage, désormais délivrée de toute référence à son interface rectangulaire, ce qui est permis par la langue anglaise mais pas en français, serait alors opération propre d'un corps conçu, d'après Bergson, lui-même en tant qu'image. Dans la lecture de Hansen, le corps et l'écran se tissent d'analogies réciproques. Ils se rapprochent comme ces deux surfaces qui donnent ouverture sourde, qui sont continuellement annexées sur elles-mêmes. Donc ce que la réflexion de Hansen n'ose peut-être pas formuler et de façon explicite, mais qui sous-tend, est la possibilité de penser le corps comme écran et l'écran comme corps. Dans celle qui a été définie l'époque post-médiale, on peut revenir au corps comme le premier médium, à la perception comme le lieu du processus de formation de l'image. Donc ce qu'on appelle encore cadre, ce que Hansen appelle frame, étant un mot moins connoté à niveau étymologique avec le dispositif de la perspective, mais qu'on pourrait désormais appeler écran, avec la nouvelle signification qu'on lui a donnée, cesse d'être le contour à travers lequel contempler le spectacle
pour devenir une surface de contact, l'espace d'individuation de l'image et du corps. Une formation métastable de corps et image, qui se constituent comme deux entités diacritiques et gestaltiques. Je voudrais terminer en vous montrant un morceau d'un autre film, Holy Motors, qui met en relief ce changement qui est en acte et qui ce changement qui est en acte dans la conception du cadre qui s'est métamorphosé à partir de notre expérience de l'écran. Dans ce film, c'est pas, je vais juste vous montrer la toute fin, mais en regardant le film, on s'aperçoit de l'absence d'une véritable ligne de partage, de véritable discontinuité entre les images, qui se présentent au spectateur plus comme des événements, comme des perceptions qui se succèdent, plutôt que comme des images véritablement encadrées par une structure, par une machine visible, comme affirme une des phrases qu'on entend dans le final. Merci beaucoup Anna-Caterina, tu nous as donné énormément de choses à penser et à repenser parce que ta conférence est non seulement très riche mais aussi très radicale dans ses conclusions. Et alors comme c'est déjà une sorte d'usage d'ouvrir pour moi la discussion, je voulais te poser deux questions. Alors la première est deux questions qui ont à voir avec les conclusions que tu nous as proposées. La première est une question qui se réfère à un entretien très fameux de Deleuze avec la rédaction des Cahiers du cinéma. Juste après la publication du deuxième volume de Deleuze sur le cinéma, c'est-à-dire l'image-temps. Et cet entretien est intitulé Le cerveau, c'est l'écran. Et là, Deleuze est en train de faire référence à son interprétation d'une thèse de Bergson. Donc cette idée du cerveau en tant qu'écran est quelque chose qu'on peut retrouver chez Deleuze déjà dans le premier volume qu'il a consacré au cinéma, l'image mouvement, au moment où il interprète Bergson. Il interprète la conception de l'image chez Bergson en disant, vous voyez, chez Bergson, les images ont une lumière qui est leur propre.
le corps, mais en particulier pour Deleuze le cerveau humain, devient l'écran sur lequel la lumière des images peut se projeter. Vous voyez? Et donc Deleuze dit, là on renverse le platonisme, si vous voulez, en tout cas la conception traditionnelle selon laquelle c'est la conscience qui projette sa lumière sur le monde et par là rend le monde visible. Vous voyez, pour Deleuze, il y a ce genre de renversement. La conscience, le cerveau en particulier, c'est l'écran noir et qui peut abriter, si vous voulez, la lumière des images. Alors, je voulais te demander comment ce que tu viens de nous suggérer se situe par rapport à cette thèse de Deleuze. Et l'autre question, comme tu as strictement parlé plutôt de corps que de cerveau, et l'autre question concerne ce qu'on appelle la wearable technology, c'est-à-dire la technologie à habiller, hein? La technologie par laquelle on peut s'habiller, dont les Google Glass sont un peu l'exemple le plus fameux, mais qui est en train de devenir quelque chose de beaucoup plus important que le Google Glass en tant que tel. Et donc, le fait de pouvoir s'habiller par des technologies qui font d'interface entre notre corporité et le monde, je me demande si ce n'est pas une manière de lire précisément ce que tu viens de nous suggérer quand tu parles du corps en tant qu'écran. Je te remercie. Merci à toi. Alors, sur la référence à Deleuze, tu touches un point assez important parce que... Il m'arrive parfois, ouais. Non, assez important parce que je n'ai pas trop... j'ai pas trop voulu approfondir, mais en réalité, en reprenant Hansen, qui se réfère dans New Philosophy for New Media, surtout à Bergson, il le fait exactement contre Deleuze, à savoir contre l'interprétation deleuzienne de Bergson de l'image-temps, qui a pour lui le mérite bien sûr, de reconnaître qu'en réalité la condamnation bergsonienne du cinéma était contre le bergsonisme lui-même, mais qui, en pensant l'image comme temps à l'état pur, il finit par faire coïncider l'image avec un flux, un distant, et ce faisant, il finit par effacer de quelque façon le corps. Mm-hmm. Et dans l'idée du cerveau en tant qu'écran, qui est pourtant très proche de ce que je cherchais de dire, je trouve qu'il y a la possibilité d'effacer de quelque façon le côté de la sensibilité qui est celui qui m'intéresse, donc pas forcément un modèle qui ne marche pas pour parler de l'écran, mais qui ne rend pas compte complètement
d'une expérience de l'écran qui est avant tout corporelle, avant d'être mentale. Donc le cerveau, bien sûr, pourrait avoir, bien sûr qu'il a à voir avec la sensibilité, mais c'est pour ça que je préférais de parler de corps par rapport à l'idée deleuzienne. Et pour ce qui concerne ta question sur les wearable technologies, je pense que on verra bien qu'est-ce que ça va donner, mais je pense que de penser l'écran comme ce qui nous a permis de franchir l'idée du cadre nous permet de parler encore d'écran, même par rapport à un outil comme Google Glass. Donc oui, tout à fait. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a des questions? Je vais demander comment, si d'un côté les écrans nous favorisent cette immersion, de l'autre côté, il me semble, tu dis les écrans doivent disparaître en tant que cadre pour rendre possible ces mouvements. Alors je me demandais à ces propos si c'est vraiment comme ça, si véritablement aujourd'hui on va vers une disparition du cadre, même s'il est d'une quelque manière, comme tu l'as montré, il reste toujours là, mais s'il devient vraiment transparent ou si plutôt il devient de plus en plus visible. Enfin, c'était pas très bien formulé, je l'aurais dit, mais je me demandais si cette immersion qu'on fait dans cette réalité d'un côté augmentée, de l'autre, on peut dire virtuelle, ou une réalité de fiction, ou aussi une réalité du réel, si cette immersion dans cette réalité se passe à travers la disparition du cadre de l'écran, donc de tous la machinerie, on peut dire, de l'écran, aussi par contre passe à travers cette machinerie elle-même, qui devient de plus en plus manifeste et visible à tout le monde. Je crois que l'effet de transparence est toujours lié à l'opacité du médium. Donc les deux choses, c'est dans l'ensemble. Et donc je pense que la technologie qui nous entoure le démontre très bien. C'est à travers un déploiement de forces technologiques de plus en plus sophistiquées que nous avons accès à une interface transparente. Donc je crois que quand je dis que le cadre, quand je parle d'une disparition, d'une dissolution du cadre, je ne parle pas de la disparition du médium, de son opacité, mais au contraire, ce que je trouvais intéressant dans le propos de Hansen est l'idée que l'image numérique pointe vers l'opacité de la perception, donc l'opacité du corps même dans la perception de l'image. Et donc c'est plutôt du côté de l'opacité que l'effet de cette dissolution du cadre, de l'opacité du médium. Par rapport au l'écran du cinéma ou l'écran de la télé, je comprends bien qu'on est écarté du réel. Mais par rapport au peintre, dans quel sens tu as dit qu'il se sépare du réel? La réalité que le peintre regarde à travers le dispositif
est une réalité qu'il transforme pour qu'elle soit à l'échelle du dessin. Et donc sur un espace qui n'est plus l'espace réel. Et au sein de l'intrigue de l'économie interne du film, ce qui se passe est que le peintre se trouve dans cette maison avec les gens qui lui ont demandé de faire ses dessins. Et tant qu'il est concentré sur son travail et sur ce qu'il voit, et dans l'attention à reproduire exactement ce qu'il voit dans son cadre, il ne s'aperçoit pas d'être l'instrument d'un meurtre. Et donc, du fait que dans ces mêmes tableaux, il finit par représenter les indices de ce crime qui est en train de prendre place dans le film. Et donc, tout en étant l'image de celui qui est à même de maîtriser le réel, le contrat qu'il a fait avec la dame qu'il a embauchée est à sa faveur. Et il est doué de cet instrument qui lui permet de transformer la réalité dans un dessin précis de façon presque scientifique, et comme je disais, tout en effaçant de la scène, de la composition, la présence humaine ou animale, de tout signe de vie. Et donc il ne s'aperçoit pas du fait que finalement il est en train d'être lui l'objet de sa représentation elle-même. Il est en train de se renfermer lui-même dans le cadre. De plus en plus, tu as dit que l'écran devient quelque chose d'interactif. Et dans cette interactivité, ce qui se passe, c'est que la fonction de l'écran change tout le temps. On est tout le temps devant l'ordinateur. On l'utilise comme du papier pour écrire et envoyer des messages à d'autres gens. On l'utilise pour le transformer en un journal où on va repérer les informations sur ce qui s'est passé ce jour-là. On l'utilise comme un livre qu'on puisse lire. On l'utilise comme un téléviseur le soir, quand on a fini de travailler. On l'utilise justement comme un dispositif qui nous permet de nous décontracter, de faire autre chose. Donc ça change tout le temps, ça fonctionne. Et donc on ne peut pas vraiment dire qu'en plus on l'utilise comme quelque chose qui augmente quelque part l'ambiance où on se trouve. Je suis en train de penser à une chose que j'ai récemment découvert, que sur YouTube, si on cherche de la musique, on trouve souvent de la musique avec un cheminée. C'est-à-dire on peut mettre le cheminée là à côté, ça va faire le bruit du cheminée et il y aura la musique. Comme ça, on pourra écouter du piano en regardant le feu, comme si on avait un cheminée. Tu vois? Donc on utilise l'écran même pour élargir l'espace qu'on habite. Le moment où l'écran devient ce qu'il est, du point de vue physique, c'est-à-dire un morceau de verre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas, le moment où on éteint l'écran, ou bien pire, le moment où l'écran ne marche pas, et on se trouve à taper sur cet écran sans que rien ne se passe, et le réduit à son objectivité vraiment d'objet, c'est-à-dire d'objet concret qu'on peut toucher sans qu'il ne soit rien de plus que la matière dont il est fait. Il perd toutes ses possibilités de son interface, il devient une partie du monde exactement au même titre que les autres, donc il perd un peu son pouvoir magique. C'est vrai que ça reste quand même un objet intéressant parce qu'il active à ce moment-là sa fonction de miroir, comme le remarquait Jacopo dans l'un de ses articles sur la PSVD. C'est vrai que
ça devient le moment où on a un problème avec cet objet. On a un problème avec cet objet parce qu'on n'a plus la possibilité de se rapporter à lui par toutes ces mutations, par toutes ces transfigurations auxquelles on s'est habitué, mais que normalement ne faisaient pas partie du cadre dans son statut, disons, historique. Le cadre était quand même quelque chose, au début, on remonte à la Renaissance, de figé. Et tandis que là, on s'est tellement habitué à une interface continuellement changeante qu'au moment où ça reste figé et ça réassume son objectivité, cette quasi-subjectivité qui nous avait intéressés dans l'écran en tant que possibilité de dialoguer, permets-moi ce mot un peu fort, avec sa surface, au moment où ça arrive, ça se perd, nous sommes en difficulté. Et pourtant, quand on regarde un tableau, par exemple, premier exemple du cadre, on se trouve en difficulté, et les générations qui viennent se trouvent de plus en plus en difficulté. On se trouve en difficulté à le concevoir justement dans sa mobilité, c'est-à-dire dans le fait qu'un tableau n'est jamais le même. Mais comme il est figé, on pense que c'est toujours le même. Donc il y a un peu, je ne sais pas si peut-être je suis en train de le mal exprimer, mais il y a comme une contradiction entre le fait qu'on n'arrive plus à se surprendre de la capacité de se métamorphoser dans Picasso, et on ne sait plus quoi faire d'un écran quand il ne marche plus. Pour ce que tu dis par rapport aux instruments technologiques, qu'il y a une composante affective importante dans le fait que quand l'ordinateur est cassé, tu ne le conçois pas exactement comme un objet, mais il y a un côté animiste dans la façon de s'approcher aux objets. Quand je réponds à un texto d'une personne que j'aime bien, je souris au portable, même si je suis seule. Donc, il y a une affectivité qui est en jeu dans cela, qui fait que, bien sûr, on fait expérience de cette opacité, mais qui n'est pas, à mon avis, de l'ordre des objets. Alors, je ne dirais pas que l'ordinateur redevient un objet, mais qu'il devient une sorte de corps d'autant plus. Et pour ce que tu dis à propos de la peinture, je ne saurais absolument pas te répondre. Parce que je trouve, ça m'est venu à l'esprit seulement un film très beau d'un réalisateur polonais qui a une sorte de mise en scène d'un tableau de Bruegel et qui, je trouve, est un des usages du numérique qui sont encore très très peu développés finalement. Enfin, on a l'impression qu'on est dans la technologie alors que on vient seulement de commencer à cerner les possibilités que cela ouvre et qui nous permet de quelque façon de redécouvrir la peinture, de la redécouvrir en mouvement. Parce que c'est un film qui met en scène le tableau et qui met en scène le peintre au sein du tableau. Donc voilà, c'était seulement ce qui me venait à l'esprit. Ça me fait penser à toute cette question des images immeubles, si on peut dire comme ça, et des écrans rigides, des écrans interactifs. Donc je pense que la question, elle est surtout centrée sur l'interactivité
plus que le cadre, s'il est débordé ou s'il n'est pas débordé, bah, bien sûr que l'écran, voilà, on voit l'écran de l'ordi, un objet physique, on voit aussi comme un objet qu'on peut, entre guillemets, plonger dedans et, voilà, y participer. Je pense que c'est plutôt... Ça ne me semble pas trop que c'est les cadres là. J'ai bien considéré vos remarques, votre exposition très intéressante sur l'image virtuelle. Mais je pense pas que cette question, elle est plutôt liée, je pense, à l'interactivité, la difficulté qu'on a aujourd'hui. La difficulté qu'on a aujourd'hui, seulement pour finir. Mais ça a à faire quand même, justement, la question de l'interactivité, c'est une manière de dépasser bien sûr. Ce cadre qui est quand même là. C'est-à-dire, autrement, on ne pourrait pas faire le geste de dépasser. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord, je voulais seulement ajouter que je pense qu'on est en train de vivre un moment, on a une nouvelle culture qui se présente à nous. Sur la question des images virtuelles, du dépassement de cadre, tout ça, ça nous présente une nouvelle façon de se relationner vraiment avec l'objet, avec le cadre lui-même. Et ça me fait penser à ce que vous venez de dire sur l'interactivité, mais on n'a pas besoin qu'elle soit présente. Par exemple, on a un concert. Quand on va en concert, on peut facilement se déplacer et rentrer dans une image, bon voilà, après il y a la question de l'imagination, de la perception, bon bref, sans définir très bien le concept, mais on peut plonger dans cette image, on peut se déplacer, vous voyez ce que je veux dire, on peut se déplacer, donc sortir de notre cadre réel. Quand on entend une musique, voilà, on va dans une symphonie, comment on dit ça en français, quoi. Quand on va en concert. Et voilà, on n'a pas d'interactivité, on n'a que notre sens qui sont en train de capter et ça nous permet de déplacement. Et je pense que ça c'est encore possible, même devant toutes les difficultés de la vie moderne, c'est encore possible ça devant un tableau ou devant une photographie par exemple. Après, c'est beaucoup plus difficile, c'est sûr ça, mais je pense que c'est encore possible. C'est plus difficile par contre. Je voulais reprendre notre conversation. J'étais en train de réfléchir sur ta réponse concernant ma dernière question, la question du cerveau en tant qu'écran. Tu as bien répondu en expliquant les raisons pour lesquelles tu préfères penser au corps en tant qu'écran. Si j'ai bien compris le sens de ta réponse, en préférant le corps au cerveau, tu veux souligner l'empiètement qu'il y a entre les images du monde et cette image qui est le corps lui-même. Empiètement, là où chez Deleuze, il y a ce qu'on pourrait qualifier de simple renversement. C'est-à-dire, Deleuze dit c'est pas le monde qui est noir et la conscience qui est une lumière qui l'allume, mais c'est plutôt le monde qui est allumé et la conscience qui est un écran noir sur lequel la lumière des images peut se projeter. Alors, chez Deleuze, il y a ce que j'appelle un simple renversement, c'est-à-dire les lieux de la lumière et du noir sont changés de place, mais il y a toujours la lumière d'un côté et le noir de l'autre côté. Et donc il y a toujours un dualisme si tu veux. Par contre, ce que tu soulignes en disant le corps et l'écran est justement un empiètement
telle à faire tomber l'idée d'un dualisme. Mais alors la question devient, s'il n'y a plus de dualisme, s'il n'y a plus de lumière d'un côté et de noir de l'autre côté, que reste-t-il de l'écran? Quel sens y a-t-il à continuer à utiliser ce mot? Et là, on revient au début de ta conférence, là où tu as réfléchi autour de l'étymologie du mot écran. Je me demande si on suit de manière cohérente la radicalité de ta proposition, on ne pourrait pas dire que aucune signification, aucune acception du mot écran n'a plus de sens. Tu vois? Oui, je dirais que la manière de laquelle on ne rencontre plus le dualisme n'est pas dans l'indistinction donc du corps et de l'écran, mais du corps, de l'image, du corps du visible, mais dans la possibilité de penser l'écran comme la surface de contact entre les deux. De penser l'écran comme la charnière, comme le point de renversement de les corps et du visible. Je pense que ça revient encore à l'indistinction de ce que tu disais tout à l'heure. D'accord, je dois y réfléchir, merci.